Eh bien, j'espère que vous êtes là, chers participants. Bonjour encore. Nous allons alors devoir poursuivre avec notre formation en ce qui concerne la gestion du projet. Et vous le savez déjà on avait déjà introduit les premiers modules et les premiers modules qui enseignent sur le cycle de projet. Et sur le cycle de projet, on avait déjà fini avec la première étape qui est l'étape d'identification. Et dans l'étape d'identification, je vous ai montré comment on identifie les problèmes, comment on identifie tous les obstacles liés à ces problèmes, comment on identifie les bénéficiaires, comment on catégorise les bénéficiaires selon les différentes ventilations, soit la ventilation par âge, par sexe ou par catégorie sociale. Et en fait, on doit aussi, je vous ai montré aussi comment identifier les différentes parties prenantes au projet. Et après cela, je vous ai montré aussi comment faire le terrain, comment organiser les groupes de discussion avec les bénéficiaires. Et en fait, je vous ai montré comment on peut s'appuyer sur de nouvelles leçons apprises par le projet. Et voilà, on a terminé donc la première étape. Nous allons alors à la deuxième étape. La deuxième étape qui est la conception du projet. Et dans la conception du projet, on va parler du cadre logique. Et ce que vous devez retenir à ce qui concerne le cadre logique, le cadre logique d'un tableau, c'est l'outil indispensable qui renseigne tout ce qu'il faut résumer dans un projet. Et lorsque vous êtes en train de parcourir la matrice cadre logique, vous devez savoir que c'est ça l'outil indispensable dans la planification du projet. C'est-à-dire, à partir de cette matrice, vous pouvez résumer déjà tout un projet sans toutefois parcourir les cahiers de charges de ce projet-là. Et à votre information, le cadre logique va même au-delà du sens strict d'interprétation de tous les éléments constitutifs d'un projet. C'est-à-dire, au niveau de la matrice cadre logique, on comprend, on fait une analyse sur la logique d'intervention des différentes activités qui vont organiser ces projets-là. Et maintenant, le cadre logique, comme c'est défini comme un tableau de 4 lignes et 4 colonnes, et quand vous multipliez les 4 par 4, ça donne directement 16 cellules. Et c'est dans les 16 cellules que vous devez étoffer tous les éléments qui consistent à analyser la logique d'intervention d'un projet. Et à partir de cela maintenant, vous aurez des interventions logiques, c'est-à-dire il y a l'intervention horizontale, c'est-à-dire la logique d'intervention horizontale et la logique d'intervention verticale. Maintenant, à ce qui concerne la logique d'intervention horizontale, vous avez la logique d'intervention où vous devez mettre la case où vous devez mettre l'objectif global ou les objectifs globaux, parce qu'il y a les projets qui peuvent avoir plus d'un objectif global. Et lorsque vous avez des projets programmes, c'est-à-dire des projets qui vont au-delà de 5 ans, ce sont des genres de projets qui peuvent avoir au-delà d'un objectif global. Et à ce niveau, on parle d'un projet programme, c'est-à-dire un projet à long terme. Maintenant,
Si c'est un projet à moyen terme ou à court terme ou un micro-projet, parfois on utilise un seul objectif global. Mais ce qu'il faut vous indiquer, l'objectif global n'est pas à mesurer juste après projet. Parce que l'objectif global pourrait être mesuré par des indicateurs clés de performance après un certain temps. C'est-à-dire, ça peut même être évalué par une étude qu'on appelle étude baseline qui viendra à part d'autres projets, par d'autres sources de financement. Et là, je donne un exemple. Lorsqu'on est en train de faire un projet qui consiste à renforcer les capacités du personnel d'un centre qu'on peut appeler Centre Boost Global Training Center, et à ce niveau-là, si l'objectif global est celui qui vise à améliorer les connaissances et les pratiques ou les compétences des différents formateurs sur les différents modèles qu'ils sont en train de transmettre aux apprenants ou aux participants, alors lorsqu'il s'agit de mesurer les indicateurs sur l'analyse des connaissances, des compétences, d'attitudes, des pratiques, des observations ou des normes sociales ou des observations sociales à partir de ce qui se passe en termes du changement à long terme, il n'est pas forcément que cette formation, si cette formation avait une durée de 6 mois et qu'à la fin de 6 mois, on puisse mesurer les fruits qui découlent ou qui résultent de cet objectif ou du projet. Non. On va commencer à mesurer cela à long terme. Parce que si on mesure les fruits ou les indicateurs de l'objectif global qui visait à améliorer les niveaux de connaissances et de compétences des différents formateurs au sein du centre, on va aller très loin et peut-être ça va prendre du temps. Parce qu'on va chercher à comprendre est-ce que les enseignants, les différents formateurs qui ont reçu la formation de renforcement des capacités pour améliorer leurs connaissances ou leurs compétences, est-ce que ces connaissances-là, est-ce que les acquis de la dite formation a amélioré, a apporté un changement significatif sur leur vie socio-économique. Et si on retrouve qu'au bout de 5 ans ou au bout de 3 ans ou au bout de 2 ans après la dite formation, certains formateurs qui ont reçu cette matière, ils ont amélioré leur niveau de connaissance sur la transmission des enseignements dont ils pratiquent dans le centre. Et à ce niveau, cette amélioration leur a permis d'obtenir de meilleurs emplois, d'être recrutés dans de grandes organisations, dans de grands centres de formation, où ils ont obtenu des promotions au sein du centre Boost Global Training Center parce que le directeur du centre a estimé que leur niveau de connaissances et de compétences s'est amélioré grâce à la formation acquise. Et à ce niveau-là, comme ils viennent d'être promis au poste stratégique, au poste de grande responsabilité, et ce poste va aussi rimer avec la cohérence salariale, c'est-à-dire plus on est promis à un poste supérieur, plus la barème salariale aussi s'augmente. Et à ce niveau, si les salaires s'augmentent, c'est-à-dire que les conditions socio-économiques du bénéficiaire de cet enseignant-là, qui vient d'être promis au poste stratégique, va avoir aussi des répercussions au niveau de son ménage. C'est-à-dire, certaines conditions pourraient être améliorées. Et là, je donne quelques conditions socio-économiques sur le bien-être de sa famille. Ça peut être soit la ration alimentaire journalière s'est améliorée, si la ration
au niveau du ménage était donné une fois la journée, peut-être il va passer à 2 fois la journée. Les enfants commencent à manger 2 fois la journée. Si au niveau de la scolarité des enfants, la prise en charge scolaire des enfants, les enfants étudiés dans des écoles moyennes, alors il y a possibilité qu'on amène ces enfants dans des écoles d'excellence. Ou si les enfants étaient dans des écoles médiocres, quand on améliore l'enveloppe salariale du responsable de ce foyer-là, il va aussi avoir des répercussions sur les conditions d'apprentissage de ces enfants. Les enfants qui étaient jadis encadrés dans des écoles de petites classes, on va voir qu'on va amener les enfants dans des écoles dont les conditions d'apprentissage sont un peu améliorées. Et par rapport à la prise en charge sanitaire, il peut aussi y avoir des conditions qui s'améliorent. Peut-être avant l'augmentation du salaire, les formateurs étaient dans l'incapacité de pouvoir assurer une prise en charge sanitaire des soins de ces enfants dans les centres hospitaux qui sont appropriés. Mais grâce au salaire donné, il peut déjà payer les factures dans les centres hôpitaux, dans des cliniques ou dans des hôpitaux où les soins sont quand même de qualité. Voilà la répercussion sur les changements de conditions d'amélioration de qualité de la formation apprise par les enseignants en termes de renforcement des capacités. Et lorsque vous êtes en train de mesurer les bienfaits qui résultent de cette formation, vous comprendrez que ça ne peut pas se faire de manière automatique et à la fin de la formation. Ce n'est pas à la fin de la formation, donc la formation se termine aujourd'hui et aujourd'hui on commence à voir l'enseignant qui s'améliore sur les points socio-économiques, qui change les comportements, qui change les attitudes, qui change les observations. Non, non, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas du tic au tac. On doit les faire progressivement avec l'État parce que c'est une chose qui est gérée au niveau du mental. Et c'est ça un peu, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'analyse sur les mesures des indicateurs clés de performance au niveau des objectifs globaux. Et à ce niveau, il faut aussi que je vous précise que parfois l'objectif global n'est pas forcément demandé de respecter la règle SMART. La règle SMART est souvent conditionnée au niveau des objectifs spécifiques ou au niveau de résultats. Mais parfois cela n'est pas exigé pour les objectifs globaux. Sauf si les bailleurs de fonds qui lancent l'appel d'offres ou l'appel à manifestation d'intérêt de sa proposition, s'il exige que cela soit donné, vous pouvez le faire, mais de manière générale, on n'exige pas la règle SMART en ce qui concerne les objectifs globaux dans un projet. Eh bien, parlons alors des objectifs, pas des objectifs, mais parlons des indicateurs, les indicateurs objectivement vérifiables, les IOV comme on les appelle, et en anglais, nous les appelons les KPI. KPI, c'est l'acronyme anglais qui signifie Key Indicator Performance. En français, ça peut se traduire indicateur clé de performance. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de lire l'intervention logique dans la logique horizontale, après les objectifs,
les objectifs globaux, vous avez également les IOV. Et les IOV sont très nécessaires parce que c'est grâce aux IOV, c'est grâce aux indicateurs objectivement vérifiables que vous allez maintenant mesurer. Et c'est pourquoi on les appelle les indicateurs objectivement vérifiables. C'est grâce aux indicateurs qu'on va mesurer l'atteinte des objectifs, l'atteinte de résultats, l'atteinte des activités. C'est-à-dire quoi? Si on a réalisé un projet en faveur des enseignants au sein du centre Boost Global Training Center, qu'est-ce qu'on cherche à connaître à la fin pour ceux-là qui n'ont pas participé à cette formation? Lorsqu'on arrive, on cherche à indiquer, à dégager, à vérifier les indicateurs objectivement vérifiables. Et celui qui arrive va chercher à connaître, en posant certaines questions. Combien d'enseignants ont été renforcés en capacité? Donc, techniquement ou pédagogiquement parlant, les directeurs devraient renseigner les indicateurs sur le nombre de formateurs qui ont bénéficié de la formation de renforcement des capacités. Et ils vont dire, par exemple, sur 10 enseignants qui sont dans les centres, 7 ont bénéficié de cette formation sur le renforcement des capacités pédagogiques. Et à ce niveau-là, si on dit que 7 sur 10 ont bénéficié de la formation sur le renforcement des techniques pédagogiques, ça signifie que les 7 sur 6, c'est un indicateur clé de performance qui donne la lumière sur le nombre d'enseignants ayant participé ou ayant bénéficié de la formation. Et là, maintenant, on comprend que quand même, le pourcentage est acceptable. On a déjà 70% d'enseignants qui ont bénéficié de la formation sur le renforcement des capacités pédagogiques. Et il faut aussi vous préciser que lorsqu'on parle des indicateurs, il faut les catégoriser. Les indicateurs doivent être catégorisés selon des variables dans la recherche. Il y a les variables qualitatives et les variables quantitatives. Et lorsqu'on parle des variables qualitatives, on parle de changements induits ou de mesures de résultats obtenus qui sont mesurés par une unité objectivement vérifiable qui montre les changements par rapport à l'attitude, par rapport à la qualité, par rapport au témoignage, à la perception et à la norme sociale, mais également par rapport au comportement. Et ça, maintenant, ce changement-là peut se mesurer à travers une variable qualitative qu'on appelle indicateur. Et je donne un exemple. J'ai dit 3 enseignants du centre Boost Global Training Center ont été renforcés sur la didactique pédagogique. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer cette variable au niveau quantitatif et au niveau qualitatif? Quand je parle de 3 enseignants, c'est-à-dire la variable est mesurable. Il s'agit d'une quantité bien déterminée. Il s'agit de 3 enseignants. Les nombres d'enseignants sont à 3. Là, il n'y a pas de discussion, c'est une variable quantitative. Mais quand je parle maintenant de la variable qualitative, je vais dire qu'il s'agit de 3 enseignants du centre BGTC qui ont été renforcés sur la didactique pédagogique. Et vous allez maintenant comprendre la question qu'on va se poser. Ces enseignants-là se sont formés en quoi? En didactique pédagogique.
la didactique pédagogique donne une attitude, donne un changement sur la perception et la qualité et la filière de la formation acquise. Et à ce niveau-là, ça relève d'un indicateur qualitatif. Je peux donner aussi un exemple très simple. Le centre a besoin de renforcer les ressources logistiques pour l'amélioration de sa formation. Et à ce niveau, on achète 3 ordinateurs nouveaux de marque HP. Alors, quand je dis que 3 ordinateurs sont achetés par les centres, les 3 ordinateurs, c'est un indicateur quantitatif. Mais lorsque je dis que 3 nouveaux ordinateurs de marque HP sont achetés, là, vous allez comprendre qu'il y a un adjectif qualificatif que j'ajoute pour faire la différence entre celui qui se limiterait au nombre d'ordinateurs achetés, mais moi j'ajoute quand même le superlatif qui qualifie la qualité des machines achetées. J'ai dit que les machines sont neuves et de marque HP. Et puis je peux dire des marques HP de dernière génération. Là, je donne assez de précision, c'est-à-dire je renforce la qualité du produit présenté. Et là, maintenant, on parle de la variable qualitative. Voilà, c'est comme ça qu'on différencie les 2 variables, la variable qualitative et la variable quantitative. Mais il faut faire attention. Parfois, un indicateur peut garder les 2 variables à la fois. Et là, ça signifie, on peut dire, j'ai acheté un ordinateur neuf de marque Samsung. Si je donne ça comme indicateur, c'est un indicateur mixte. C'est à la fois quantitatif et à la fois qualitatif. Et cela n'est pas refusé dans notre carrière. C'est acceptable qu'un indicateur puisse être collé d'une détermination de 2 variables, à la fois qualitative et à la fois quantitative. Et maintenant, si je dis que j'ai acheté un ordinateur neuf de marque Dell ou de marque Samsung, alors ça signifie quoi? Ça signifie que je donne le nombre d'ordinateurs que j'ai achetés, mais je ne me limite pas par là. Je précise aussi la qualité, la marque de la machine que j'ai achetée. Je donne l'état de cette machine, de ces 2 machines-là. Je dis que ce sont des machines neuves et de marque Samsung. Voilà, l'indicateur devient au même moment quantitatif et qualitatif. Voilà. Alors, je vais vous donner aussi quelque chose sur la qualité d'un indicateur. Faites attention. Lorsque vous êtes en train d'élaborer vos projets, sachez que les indicateurs ne doivent pas être exclus de leur qualité. Parce qu'on vérifie la qualité d'un indicateur. Et la théorie nous enseigne que la qualité d'un indicateur doit être respectée dans l'état et dans l'espace. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous présentez un indicateur, l'indicateur doit être précis. Ça, c'est la première remarque. L'indicateur doit être clair. Être clair, c'est-à-dire que l'indicateur ne doit pas avoir une double interprétation. Il faut éviter
la dichotomie dans l'interprétation au sens clair d'un indicateur. Il faut éviter le doublon. Donc, on ne peut pas dire que j'ai acheté un ordinateur noir, blanc et jaune à la fois. Non. Vous devez être clair. Est-ce que votre ordinateur est noir? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est blanc? Et à ce niveau, il faut être clair. Il ne faut pas dire je suis homme et à la même fois femme, à moins que vous soyez bisexuel. Mais l'indicateur, comme je vous ai dit, il doit être clair, c'est-à-dire il ne doit pas avoir une double interprétation. Celui qui lit votre indicateur ne doit pas faire de gymnastique pour le comprendre. L'indicateur doit être précis. C'est une autre qualité. L'indicateur doit être court. Court pourquoi? Parce que ça doit éviter d'être considéré ou interprété comme un résultat. Et à ce niveau-là, l'indicateur doit être concis, précis, clair, distinct. Et à ce niveau-là, quand vous présentez un indicateur quantitatif, il faut faire allusion à des représentations. Soit vous le représentez comme un chiffre, soit vous le représentez comme un pourcentage. Mais il faut savoir ceci. Lorsque vous présentez un indicateur en chiffre ou en pourcentage, celui qui le présente en chiffre l'exprime mieux. Pourquoi? Lorsque j'ai dit par exemple, les centres qui disposent, ça c'est un exemple banal que je donne, le centre BJTC dispose d'une dizaine de formateurs. Mais on a donné la priorité au renforcement des capacités de 7 sur 10. Alors, si moi j'ai dit que 7 formateurs ont été capacités sur les techniques de communication pédagogique, alors, à ce niveau-là, je précise, je donne les nombres limités qui ne demandent aucune interprétation, tout est clair. Parce qu'on ne porte pas d'interprétation là où les choses sont claires. Et à ce niveau-là, je parle encore mieux que celui qui dirait 70% des formateurs au centre Boost Global Training Center sont renforcés sur les capacités techniques pédagogiques ou sur la manière d'enseigner, la didactique pédagogique. Alors, celui qui dit 7%, et celui, 70% plutôt, et celui qui dit 7 seulement, 7 enseignants comme chiffre, vous allez comprendre que celui qu'on comprend facilement dans les langages des villageois, c'est celui qui parle de 7. Voilà. C'est ça ce que je voulais aussi souligner. Je vais aussi souligner sur les comportements à afficher lorsque vous êtes en train d'étoffer les indicateurs pour chaque camp, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de montrer de renseigner les indicateurs de vos objectifs spécifiques, de renseigner les indicateurs de vos résultats, de renseigner les indicateurs de vos activités. Il faut être précis. Il ne faut pas avoir beaucoup d'indicateurs. Évitez de donner beaucoup d'indicateurs. Vous devriez avoir l'habitude de travailler sur l'intervalle de 3, entre 3 et 5. Donc, pour chaque entité, vous pouvez prendre 3 et 5. Et lorsque vous prenez 3 indicateurs, ayez l'habitude d'aligner des indicateurs quantitatifs et un indicateur qualitatif.
lorsque vous avez aligné 3 indicateurs. Si vous avez aligné 5 indicateurs, ayez l'habitude de travailler avec 3 indicateurs qualitatifs et 2 indicateurs quantitatifs. Et il n'est pas interdit parfois de dépasser ces chiffres. Il ne faut pas croire que le nombre d'indicateurs que je vous donne, c'est une parole d'évangile. Non. On peut toutefois donner moins que ça ou plus que ça, mais d'habitude, dans les standards, la théorie nous appelle à ne pas exagérer, mais aussi à ne pas se limiter aussi de manière sensible. Donc, on considère que la moyenne, chaque entité qui serait renseignée avec 3 ou 5 indicateurs, cela suffirait. Et à ce niveau-là, vous devriez alors tout faire pour que les indicateurs soient donnés de manière claire, précise, concise et de manière courte. Celui qui va lire votre indicateur doit mettre en tête que l'indicateur ne lui pose pas de problème pour qu'il soit bien interprété. Bien. Alors, parlons maintenant des moyens de vérification. Lorsque vous avez renseigné l'indicateur sur les matériels achetés, par exemple, vous avez dit que le centre BGTC a acheté 3 nouveaux ordinateurs de marque HP pour le renforcement des logistiques. Et maintenant, si vous dites cela, dans la technique de vérification, qu'on appelle source de vérification, moyen de vérification, on va vous poser la question. Monsieur le logisticien, qu'est-ce qui peut nous montrer, qu'est-ce qui peut nous témoigner, qu'est-ce qui peut nous confirmer si réellement vous avez acheté les ordinateurs neufs? Et à partir de cela, il peut vous présenter les factures, il peut vous présenter le catalogue, il peut vous présenter les rapports d'achat, il peut vous présenter même les photos des ordinateurs achetés. Alors, tout cela sont les moyens de vérification de l'acte qui a été posé en termes d'achat. C'est ça ce qu'on appelle moyen de vérification ou source de vérification. Donc, le moyen de vérification ou source de vérification, c'est les moyens par lesquels on va essayer de vérifier de manière significative si l'acte a été posé avec efficience et efficacité. Alors, quand on parle de l'efficience, ça signifie quoi? L'efficience vient dans le projet. Lorsque vous avez demandé l'argent pour acheter 3 ordinateurs, mais arrivé au marché, sans changer les coûts, sans changer la marque d'ordinateur, sans changer sa qualité, vous trouvez qu'il y a moyen d'acheter 4 ordinateurs avec la même somme, mais sans changer la qualité de ces ordinateurs. À ce niveau-là, si vous parvenez à amener 4 machines, alors que vous avez demandé l'argent pour 3 machines, le centre va vous remercier pour avoir été efficient. Et à ce niveau-là, on dit que l'acte posé a été efficient. Maintenant, en ce qui concerne l'efficacité,
L'efficacité est mesurée par rapport aux ressources disponibles et on va voir la qualité de l'acte que vous avez posé qui ne pêche pas ni sur les coûts, ni sur les temps, ni sur les ressources humaines, ni sur les ressources logistiques, ni sur les ressources informationnelles, ni sur les ressources temporaires. Et à ce niveau-là, on dit que vous êtes efficace. Être efficace, ça signifie les plannings que vous avez présentés, les cahiers de charges que vous avez présentés, les temps de besoin que vous avez présentés, vous l'avez bien respecté. Si vous avez sollicité l'argent pour former des personnes pendant des semaines, et on remarque qu'au bout de 2 semaines, vous avez déjà formé les 2 personnes et les 2 personnes sont satisfaites de la formation bénéficiée. Et à ce niveau-là, on regarde si le timing a été respecté, si l'argent que vous avez demandé pour pouvoir assurer cette formation a été respecté. Et si tout est en forme, on dit que vous êtes efficace. Voilà la différence qui existe entre l'efficacité et l'efficience. Voilà. Et maintenant, on va parler des hypothèses ou conditions critiques. Les hypothèses ou conditions critiques, mais aussi on va parler des conditions sous-jacentes lorsque on parle de la théorie du changement, qui se fonde sur les causes profondes. Et ici maintenant, les conditions, c'est quoi? Les conditions pourraient être la manière dont l'hypothèse serait confirmée ou serait rejetée par des circonstances externes au projet, mais qui peuvent influencer négativement ou positivement les succès du projet. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce sont des circonstances auxquelles les circonstances qui peuvent influencer négativement ou positivement les projets, mais auxquelles les contrôles échappent les projets au niveau interne. Je donne un cas. Lorsque nous sommes en train de faire un projet qui vise à renforcer la capacité socio-économique des femmes entrepreneurs pratiquant les petits commerces transfrontaliers entre la frontière de Kavimvira et de Gatumba. Alors, les femmes petites entrepreneurs qui pratiquent ces petits commerces pourraient se voir être dans l'obligation de maîtriser les taux d'échange qui se pratiquent dans les activités. Et à ce niveau-là, ils pouvaient également maîtriser la valeur monétaire pour la devise étrangère et la devise nationale, parce que le fait de ne pas maîtriser les taux d'échange, le fait de ne pas maîtriser l'inflation monétaire ou la déflation monétaire, le fait de ne pas maîtriser les circuits de produits qu'ils achètent pourrait impacter négativement sur leur façon de travailler en termes de rentabilité de leur activité socio-économique. Et à ce niveau-là, si par exemple le taux n'est pas maîtrisé au niveau du pays en francs congolais et au niveau étranger en francs bou, cela a des répercussions néfastes sur l'exercice que pratiquent ces femmes petites entrepreneurs qui sont affiliées aux initiatives du petit commerce transfrontalier. Voilà. Alors, je peux parler aussi d'un autre aspect. Prenons un cas où nous organisons un projet sur la construction de 5 classes
de l'école primaire en faveur des enfants de 5 à 12 ans. Et à la fin, nous avons par exemple trouvé la parcelle à côté du lac Tanganyika. Et lorsqu'il y a les problèmes liés au changement climatique, il y a la montée des eaux du lac Tanganyika. Et lorsqu'il y a la montée des eaux, et les eaux peuvent atteindre facilement l'école qui a été construite à quelques mètres du lac. Et à ce niveau, si les eaux parviennent à engloutir l'école qui vient d'être construite, vous comprendrez que cela est lié par exemple aux catastrophes naturelles liées au changement climatique, où on peut soit perdre une partie des terres, on peut perdre une partie des terres de cette école, ou en fait on peut aussi certaines parties construites devraient être emportées par les eaux, et à ce niveau-là, on a du mal à atteindre l'objectif de construire 5 classes, parce qu'il y a une partie qui est engloutie par les eaux grâce à la montée des eaux du lac Tanganyika. Et ça pose problème. Maintenant, il faut comprendre que si vous mettez si vous mettez les hypothèses, il faut aussi montrer les risques. Et lorsque vous définissez les risques, il faut montrer les mesures d'atténuation de ces risques. Et les mesures d'atténuation des risques, qu'on appelle encore stratégie de mitigation. Je donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre cela. Supposons nous avons acheté 3 ordinateurs neufs pour l'intérêt du centre, et nous disons que les risques qui puissent arriver à ces machines, c'est de les endommager, par exemple par les courants. Et si je dis que les machines peuvent être endommagées par les sources énergétiques, alors qu'est-ce que je peux faire comme stratégie de mitigation? Je vais prévoir maintenant des stabilisateurs ou onduleurs, pour que lorsque l'énergie arrive, que ça ne puisse pas directement, quand il y a les chocs, que ça ne puisse pas directement atteindre la machine, que ça passe d'abord par un transformateur pour être stabilisé. Et alors, le fait d'avoir acheté le stabilisateur ou l'onduleur, cela constitue la mitigation des risques en rapport avec les risques électriques qui pourraient endommager les machines. Voilà un peu ce que je peux donner. Mais il y a une exception qui doit être soulevée. L'exception est soulevée à quel point? L'exception est soulevée au niveau de manque de contrôle malgré moi ou malgré l'intelligence du planificateur. Je vous donne un cas. Vous pouvez avoir planifié les risques et les mesures d'atténuation. Mais malgré cela, il y a des cas qui peuvent vous échapper. Et à ce niveau-là, je donne un exemple. Vous êtes en train de faire un projet agro-pastoral où vous distribuez les chèvres pour les villageois. Vous distribuez les chèvres aux villageois pour élevage. Et vous vous rendez compte que
si ce sont des chèvres ou des vaches que vous avez distribuées aux villageois, après quelques jours, il y a la foudre. Il y a la foudre qui vient battre ces chèvres et les chèvres sont morts. Les chèvres sont mortes. Et lorsque ces chèvres-là sont mortes, vous avez maintenant du mal à pouvoir vous justifier. Mais vous allez comprendre que toutefois, il n'y a pas de mesures d'atténuation de ce risque de foudre. Qu'est-ce que vous devriez faire pour... D'ailleurs, est-ce que vous saurez qu'il y aurait de foudre? Non, c'est vraiment quelque chose de malheur qui arrive et dont on a difficile à arrêter malgré la bonne foi d'être un bon planificateur. Et à ce niveau-là, il faut comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent nous échapper malgré tout ce que nous pouvons fournir comme intelligence en termes de stratégie. Voilà. Maintenant, on peut aussi parler du budget et ressources. Lorsqu'on parle du budget, il faut savoir que dans l'habitude, lorsque vous êtes en train de faire les budgets, les appels à projets, soit on demande les budgets détaillés, soit on demande les budgets indicatifs. Lorsqu'on demande les budgets indicatifs, on demande parfois de montrer les coûts directs et les coûts indirects. Et lorsque on demande les budgets détaillés, c'est-à-dire qu'on doit détailler, on doit faire les détails possibles du budget. Et quand vous faites cela, vous devez d'abord vous renseigner sur les chronogrammes d'activité, parce que dans les chronogrammes d'activité, les activités sont détaillées, et pour bien détailler les activités, vous devez les faire grâce à la matrice WBS. WBS qui signifie Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure, c'est-à-dire que vous devez structurer ou vous devez faire la répartition de tâches en sous-tâches. C'est-à-dire chaque tâche doit être liée à cette sous-tâche. Et ces sous-tâches ou ces sous-activités devraient maintenant constituer les activités à budgétiser dans les budgets détaillés. Et à ce niveau, dans les budgets détaillés, vous allez comprendre que parfois on demande les numéros d'ordre des tâches, on demande de mettre les grandes activités, on demande de mettre la description des activités, on demande dans ce même tableau, on demande de mettre l'unité de mesure, on demande de mettre la fréquence, on demande de mettre l'unité, le prix unitaire, la quantité et le prix total. Et lorsque on a donné la fréquence, l'unité pas l'unité de mesure, mais l'unité, le prix unitaire, on vous demande la quantité également et on vous demande de calculer le prix total. Vous devez savoir que
La formule est très simple. Vous allez prendre le prix total qui est égal à la fréquence multipliée par le prix unitaire multiplié par la quantité. Et là, vous aurez le prix total. Parfois, on peut vous demander de donner de faire les notes budgétaires. Alors, quand on demande de faire des notes budgétaires, c'est-à-dire qu'on vous demande d'expliquer un peu comment vous avez aligné les montants, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces montants-là. Et là, donc, en d'autres termes, vous justifiez vos chiffres. Vous êtes en train de justifier vos chiffres par quelques courtes phrases. Et on peut aussi demander de convertir votre budget en devises et en monnaie locale. Et à ce niveau-là, vous devriez avoir des colonnes, la colonne en monnaie locale et la colonne en devise internationale. Lorsque vous êtes en train de convertir la colonne en monnaie locale ou en devise locale, vous devez prendre les dollars, les tons du dollar, donc l'équivalent d'un dollar multiplié par les tons du jour. Et si c'est en monnaie internationale que vous allez convertir la monnaie nationale, vous allez prendre vous allez prendre l'équivalent du dollar multiplié par les tons du jour. Et à ce niveau-là, vous allez convertir la monnaie internationale en devise nationale. Voilà. Chaque fois, il faut aller sur Google et taper et chercher le logiciel qui est à jour pour définir les tons du jour. Bien. Mais si vous n'avez pas trouvé les taux du jour qui vous convient, il faut regarder les taux que la Banque centrale du Congo applique. C'est ce qu'il faut prendre, à défaut de ne pas avoir, de ne pas trouver un logiciel qui les calcule de manière actualisée. Alors, parlons maintenant de chronogramme d'activité pour terminer. Lorsqu'on parle de chronogramme d'activité, en d'autres termes, on parle du diagramme de Gantt. Et lorsqu'on parle du diagramme de Gantt, on parle un peu sur la planification des activités en termes du timing, mais également en termes de responsabilité. C'est-à-dire, on doit connaître chaque activité va être exécutée quand, par qui, et si on va loin, on peut donner les commentaires sur la stratégie de mise en œuvre. C'est-à-dire, on va commenter un peu pour montrer de quelle manière vous prévoyez mettre cette activité en œuvre. Et lorsque vous êtes en train de lister les activités dans les chronogrammes d'activité ou si vous les faites par les diagrammes de Gantt, il faut bien calculer cela. Et parfois, il faut aller en profondeur si vous êtes expert en planification. Je vous renvoie d'utiliser les logiciels PAIR. PAIR qui consiste à calculer l'intervention d'une action en termes d'un acte posé par rapport à son temps, par rapport au délai normal, par rapport au délai anormal et par rapport au temps le plus tôt, au temps le plus tard. Et c'est les diagrammes de paires qui calculent ça. C'est un logiciel qui les fait en plan, c'est un logiciel en planification
que vous pouvez utiliser pour bien calculer les activités en termes d'état, en termes de ressources, mais aussi en termes de compétences. Parce que lorsque vous serez en train d'aligner les salaires pour les agents, en planification, on ne donne pas des salaires comme des arachides ramassés. C'est-à-dire, on doit savoir pourquoi tel agent doit mériter tel salaire. Et pour faire cela, on fait recours au timesheet. Le timesheet, c'est un tableau donné en Excel pour calculer le salaire en tenant compte de la norme SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et là, au-delà des heures prestées, il y a aussi les avantages sociaux qu'on doit calculer, donc les allocations familiales, transport, restauration, logement, ainsi de suite. Mais il faut savoir que la formule générale par rapport au Code du travail congolais édicte que le SMIG est calculé en fonction du salaire brut plus les avantages moins les retenues. Et lorsqu'on parle de retenues, on va voir qu'est-ce que l'organisation coupe à la source en termes de cotisation à la caisse sociale, à la caisse de sécurité sociale, CNSS actuellement. Qu'est-ce que l'organisation coupe à la caisse en termes de cotisation de recyclage professionnel qu'on donne à l'INPP? Et à ce niveau aussi, il y a l'assonance qui est associée. On doit couper ça à la caisse. Mais il faut toujours ne pas exagérer parce que vous devez aussi protéger vos agents, surtout lorsqu'ils ne disposent pas de grands salaires. Il ne faut pas aussi penser que c'est tout le monde qui doit payer les retenues. Non, non. Les retenues doivent être appliquées selon la loi. Et la loi renseigne que si l'agent n'arrive pas, la loi actuelle en vigueur, je parle de la loi congolaise, vous qui êtes à l'étranger, je ne sais pas quelle est la loi que vous appliquez, mais ici chez nous, par rapport à la prévoyance sociale du travail, la loi qui est appliquée n'est éligible à payer la cotisation sociale que celui qui a un salaire brut de $110. C'est là où on commence. En dessous de ça, vous ne pouvez pas être soumis aux cotisations sociales parce que là, vous n'êtes pas considéré comme un salarié. Donc, les débits, celui qui gagne moins devrait avoir au moins $110, les moins payés en République démocratique du Congo. Tout celui qui a un salaire que je n'appelle pas salaire, une prime en dessous de $100 ou égal à $100 n'est pas considéré par la loi congolaise comme travailleur qui est assujetti des cotisations sociales. Bien. Et maintenant, parmi les avantages, il ne faut pas aussi oublier que lorsque vous calculez les avantages des agents, vous devez aussi tenir compte des avantages liés au titre scolaire, c'est-à-dire les avantages de leur diplôme. N'oublie pas aussi les avantages à l'assiduité, à l'ancienneté, et à la bonne tenue de caisse, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'avantages. Et la règle générale, vous devez prendre salaire brut plus tous les avantages moins les retenues. Et là, vous aurez maintenant les nets à payer. Voilà.
Bien, c'était ça, cette formation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour avoir été patient durant toute la durée pendant laquelle j'étais en train de transmettre cette matière. Je pense que les repas étaient chauds mais goûtables et je vous remercie pour l'avoir déguisé demain ou après-demain, ou si vous avez certaines préoccupations qui présentent une priorité, veuillez vous manifester. Si vous n'en avez pas, demain c'est notre jour. Vous allez d'abord accumuler bien la matière et peut-être formuler des questions après. Je suis maître Christian, formateur agrégé pour la discipline de ces cours qui est la gestion ou management de projets, gestion et planification de projets, suivi et évaluation. Je vous remercie. Je vais d'abord demander à votre devenir.